Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Le sujet du CRM, de la qualité des données qui s'y trouvent pour qu'ils soient vraiment activables, c'est un sujet sans fin qui est évidemment source de conflit entre les équipes sales et market. Et justement, il y a des nouveaux cas d'usage IA qui vont permettre un petit peu d'améliorer tout ça, de fluidifier en tout cas les échanges et d'améliorer la qualité des données. Et pour voir justement comment est-ce qu'on fait pour rendre un CRM vraiment activable grâce à l'IA, je suis aujourd'hui avec Hugo Cornu, qui est freelance RevOps et Go-to-Market Engineer. Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour à tous. Merci Écoute, pour c'est un l'invitation. plaisir de t'avoir sur le podcast parce que, pour déflorer le truc, hein, on s'était parlé aussi dans le cadre de l'événement qu'on avait organisé en janvier avec les différentes communautés marketing dans lequel tu avais pu présenter aussi un petit peu ce que tu avais fait. Donc, je suis trop content de pouvoir creuser un peu le sujet avec toi. Pour ceux qui n'étaient pas à l'événement et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, ouais, effectivement. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Hugo Cornu, j'ai 31 ans. Je sais pas si les gens aiment bien se comparer un petit peu à l'âge des gens ou pas. Moi, je commence à me comparer parce que je vois des jeunes qui ont 22, 23 ans et on se dit, ah, c'est incroyable le niveau qu'ils ont aujourd'hui, certains en tout cas. Mais bref, voilà, j'ai commencé par des études de sciences éco aussi, puis qui pourra peut-être résonner pour les personnes qui se posent la question de comment j'ai fait pour arriver sur des métiers de RevOps ou Go-to-Marketing Ouais. Engineer, dont généralement on présente comme ça notre métier aujourd'hui dans la tech. Et j'ai eu trois expériences professionnelles distinctes, post-stage de fin d'études, on va dire. D'abord dans une agence de publicité programmatique. Donc vraiment, c'était start-up et je pense que ça, c'est surtout ça l'expérience qui m'a permis de monter en compétence d'un point de vue opérationnel et 360. Parce que je suis arrivé, on était 6 et je suis parti, on était 60. Donc en fait, tu Ouais. touches à énormément de choses. Tu as une vision très marge first, et donc productivité. Et d'ailleurs, la dernière année et demie, j'ai monté un département de growth et personne ne savait ce que c'était, même moi non plus. Et Hmm. j'avais une vision très ZOPS, donc c'est-à-dire comment on fait pour faire plus avec moins. Et alors que le growth, par définition, c'est plutôt comment on fait plus tout court. Tout court, Donc, alors, ouais. Par tous les plus, moyens plus ou possibles. moins, voilà, il faut toujours avoir cette notion de rentable, mais c'était pas productivité, c'est plutôt performance. Donc, bon, tous ces sujets, que ce soit produit, data, etc., ça m'a permis de bien monter en compétences. Ensuite, j'ai eu 3 ans d'expérience pour gérer le growth aussi et les ops dans une boîte qui s'appelle Allegria, donc une forme d'ESN, boîte de conseil, formation. Donc, on a d'abord une agence de développement web, ensuite on a une formation longue avec Pôle emploi, donc France Travail aujourd'hui, et une formation très webinar, donc très agressive aussi dans le message marketing, mais voilà, avec trois motions, on va dire, d'attaquer le marché distinct. Donc c'est pareil, là aussi j'ai découvert énormément de stacks différentes, que ce soit des CRM B2C, B2B, orchestrés avec des outils d'automatisation justement pour avoir des données qui sont toujours clean. Donc voilà, c'est là-dessus que j'ai fait toutes mes erreurs et qu'aujourd'hui je peux valoriser aujourd'hui en tant que freelance. Et la dernière année, comme ça je finis la partie CDI, parce qu'effectivement je suis freelance depuis 4 mois. J'ai voulu un peu troquer tout ce qui était growth, copywriting, outbound, etc. Euh, voilà, la partie SEO un peu plus opérationnelle, un peu plus de stratégie, un peu plus d'opération, avec une vision peut-être qui sert à 4-5 ans d'arriver directeur des opérations, CEO, CRO, on ne sait pas, on va voir, mais en tout cas, je suis arrivé lead RevOps dans une boîte de paiement qui s'appelle PayPlug, avec un Ouais. gros historique, boîte qui a plus de 10 ans. J'avais 7 personnes dans l'équipe RevOps, qui a été d'abord sous la finance, ensuite sous les sales, et moi je suis arrivé dans l'équipe d'ailleurs de Flora, que tes auditeurs connaissent peut-être, parce qu'elle est dans la communauté marketing globalement. Ouais. Et donc voilà, ultra enrichissant, mais je ne m'y suis pas retrouvé parce que moi j'ai des compétences plutôt tech pour un marketeur, donc automatisation, base de données, data, etc. Et là c'était très business analyst. Et donc voilà, j'avais pas spécialement certains réflexes, donc peut-être que la marche était trop haute aussi à certains niveaux, peut-être que c'était pas le bon moment de les rejoindre non plus. Beaucoup de pression, donc au bout de voilà 8 mois de période d'essai, c'est comme ça aussi quand on veut Hmm. cadre, 7 entretiens pour arriver dans cette boîte. Donc Ouais. voilà, ça a annoncé la couleur, et là je suis freelance depuis 4 mois, et vraiment incroyable, je remets les mains dedans à fond et je suis trop content pour le moment, ça marche très bien. Très cool. Écoute, c'est marrant, enfin bon, c'est un autre sujet par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, tu vois, mais la position de l'équipe RevOps au sein de l'entreprise, c'est un sujet dont on parlait la semaine dernière là, dans un live de la communauté Ah justement oui, ouais, aussi, parce que tu l'as des fois dans la finance, des fois c'est chez les sales, est-ce que le market exactement. doit avoir le lead sur ce type d'équipe? Enfin voilà, c'est des C'est pas sujets qui sont facile, un peu complexes effectivement. maintenant. Je pense que ça dépend encore une fois de la stratégie. Quand tu travailles dans le paiement, l'avoir sous la finance, ça peut faire du sens parce qu'en fait, on est aussi garant du revenu, et Ouais. la structure du PNL est très complexe. Donc, pour une boîte qui a plus de 10 ans d'expérience et où ton business model est du processing, on a besoin vraiment. Le moindre petit détail fait la différence dans des business avec des très faibles marges. Ouais.
Effectivement, ça va beaucoup dépendre de ce que tu dis, quoi, d'où vient, enfin, le pipeline, du go-to-market, Exactement, ouais. de la structure de revenus. Bon, bref, sujet du jour. Du coup, et oui, je voulais revenir quand même aussi sur un truc, mais à 31 ans, t'as pas le droit de dire que t'es vieux et puis que tu vois des petits jeunes arriver sur le marché. Je S'il te sais, plaît, quoi, un peu de excuse-moi. respect. Non, on Euh, se met toujours la pression, hein. ouais, c'est ça. C'est incroyable. Non, mais vraiment, petit aparté, moi, j'ai trouvé, là, je donne des cours aussi de temps en temps en école de commerce et j'encourage vraiment tous ces plus jeunes à aller à fond parce qu'ils aiment bien l'IA et l'IA est de plus en plus accessible, en tout cas. Et Ouais, donc, bah, c'est un parfait moment pour eux de se dire, moi, aujourd'hui, j'ai pas de scrupules je sais qu'il y a des personnes de 23 ans qui font que ça toute leur journée parce qu'ils surkiffent et eux, bon, ils sont un peu no life, quoi. C'est un peu jeu vidéo ouais, pour eux et ça m'étonne pas qu'en 2 ans, ils atteignent des niveaux qui sont meilleurs que certains aussi de mon âge, de ton âge, peu importe. Par contre, beaucoup moins de recul, beaucoup moins de stratégie, ça se complète bien. Donc, dans les processus de recrutement, ça peut avoir en tête aussi d'essayer de sonder les passions des gens. grave. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Diffly. Tu les vois, ces raisons un petit peu pourries de perte d'un deal que tu as dans le CRM, concurrence, prix, fonctionnalité. On a tendance à vouloir faire simple pour que les commerciaux remplissent le champ. Mais la vérité, c'est que les raisons, elles sont tellement basiques qu'on n'apprend rien. Et c'est un problème. Parce que la mise en place d'un processus structuré de win-loss analysis, donc qui va te permettre de récolter du feedback auprès de tes clients et de tes prospects pour comprendre les vraies raisons derrière chaque prise de décision, ça peut te permettre d'augmenter jusqu'à 50% le taux de conversion des opportunités. Alors comment est-ce que tu fais? Justement, c'est là qu'intervient Diffly. C'est une plateforme SaaS B2B française qui propose une méthode structurée de win-loss analysis dont l'objectif est de comprendre ce que tes clients et tes prospects disent de vous quand tu n'es pas dans la pièce et donc découvrir les vraies raisons pour lesquelles tu perds un deal. C'est des insights qui en plus derrière sont utilisés pour affiner ton positionnement, ton messaging, aligner tes campagnes marketing et les équipes marketing, product et sales autour d'une même réalité et d'une compréhension du besoin du marché. C'est un must-have pour les équipes marketing en quête d'efficacité et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site diffly.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais. Bref, encore une fois, je vais pas, mais tu vois, j'essaie de me cadrer quand même parce que c'est à moi Ouais, de c'est tenir le pareil, chrono. pareil. Bref, sujet du jour, ouais, du coup, donc on parlait de la donnée CRM. Avant qu'on rentre dans le concret du projet, est-ce que tu peux revenir sur les problématiques qui sont liées à ce sujet-là? Ouais, alors pour donner du contexte, moi je travaillais pour Aria, Hmm. donc c'était un de mes premiers clients. Je connaissais la personne qui gère le growth, donc on a échangé. Elle m'a dit rapidement qu'elle avait des besoins, elle m'a apporté ses problématiques qui sont à la fois marketing et commerciales. Et donc, ouais, donc Aria, c'est une boîte qui fait de l'affacturage. Donc l'affacturage, c'est du Hmm. financement de factures B2B. Donc il y a deux enjeux, hein. C'est soit on veut être payé plus rapidement, donc financer les créances clients. Soit on veut privilégier une relation importante avec certains fournisseurs et donc on veut protéger son BFR, donc son besoin en fonds de roulement, et donc financer cette dette-là et éviter de toucher à la trésorerie. Et donc là, les problématiques, c'était le CRM, il a présenté des données qui étaient soit pas mises à jour, donc voilà, les commerciaux passaient beaucoup de temps à dire ah, tiens, cet email n'est plus valide parce que la personne a bougé de boîte. Des données qui ne sont pas suffisamment enrichies, donc ça, sur certains champs qui étaient clés pour la segmentation, en fait, c'était impossible, c'était des champs vides, donc c'était beaucoup d'enrichissement qui était fait de façon manuelle, donc beaucoup de temps perdu. Et enfin voilà, il n'y a pas de scoring, de tiering, donc voilà, il y a aussi beaucoup de dupliqués. Donc en gros, il y avait beaucoup de choses à rectifier. Et pourquoi ça c'est important? Ce que j'appelle la partie data, préparation des données. Avant de l'activer, il faut vraiment que ce soit clean, parce que à la fois pour le marketing, ça leur permet de segmenter les comptes et les audiences de manière générale pour envoyer les bons messages à la bonne audience, hein, ce qu'on apprend à longueur de journée quand on fait du marketing. Et puis la partie commerciale aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir cette logique. Où est-ce qu'on veut mettre nos ressources commerciales qui coûtent cher en soi? Parce qu'on veut mettre du temps, c'est pas du one-to-many comme on peut avoir l'habitude en marketing, c'est plutôt de se dire des tiers 1, on va mettre beaucoup de ressources, que ce soit marketing ou people dessus, potentiellement des personnes plus seniors aussi. Des tiers 2, on veut essayer de travailler un peu plus avec le growth pour essayer d'avoir un peu plus de volume, mais de manière quand même contextualisée. Et les tiers 3, soit on les adresse parce qu'on n'a plus rien à faire, soit on trouve un moyen un peu plus growth marketing aussi de les adresser. Donc voilà, il y avait besoin de poser une stratégie commerciale sur un bon tiering et à ce niveau-là, c'était impossible, en tout cas quand ils m'ont contacté. Donc ça, c'était la vraie problématique et de se dire, on a besoin d'avoir un CRM qui est clean. Voilà. Ouais.
Mais enfin, il y a entre les sujets de nomenclature et puis tu l'as dit aussi la péremption des données. C'est vrai que les CRM, enfin, entre les différentes boîtes, tu vois des problématiques différentes, mais entre les listes qu'on achète, Mhm. tous les trucs qu'on peut uploader de droite et de gauche, où t'as les équipes growth ou sales qui vont aller prospecter la terre entière et qui du coup t'importent des listes des fois en masse. Enfin bon, bref, et puis les trucs market que tu peux récupérer aussi et qui, bon bah, Ah, c'est ça, évidemment, et s'usent quoi aujourd'hui, avec le temps. ça a beaucoup d'impact. C'est vrai qu'on va pas aussi loin dans la réflexion généralement au début. Déjà, c'est assez complexe de se dire, soit tu payes un outil très très cher et donc en fait de monitorer la rentabilité d'un coût d'un outil pour dire que cette personne, elle est souvent toujours dans la boîte. Et ça fait chier quasiment. Tu te dis, j'ai payé un outil, j'aurais Ouais, préféré qu'ils me disent, cette personne a changé, comme ça on le rentabilise. Ou ouais. sinon, il faut le faire de manière un peu plus personnalisée. Et nous, c'est ce qu'on a réalisé avec Aria, et de se dire, bon bah voilà, il faut essayer de recouper les informations qu'on a dans le CRM et recouper dans la fiche du profil. Dans l'occasion d'en parler, mais voilà, ça peut être Mm. assez technique, et sinon on ferme un peu les yeux, et si tu veux envoyer des mails, que ce soit dans un outil de prospection, un outil marketing, ben vous allez vous retrouver à avoir des bounces, parce que Bah ouais. les emails sont plus valides, et donc ça a des impacts sur la délivrabilité. Donc voilà, il y a plein d'impacts en fait qui sont un peu négligés, mais mis bout à bout, ça fait la différence quand même. C'est clair. Bah, du coup, justement, alors, pour attaquer, vraiment le sujet, c'est vrai que quand on parle CRM et données, bah, il y a les outils, mais avant les outils, il y a toute la partie un peu, process interne au final. Tu vois, enfin, je parlais des conflits, sales et market, mais il y a aussi ces sujets d'alignement là-dessus dans la construction du CRM, dans l'identification des champs, de comment enfin, quelle valeur tu vas mettre, sur quoi tu te bases, où est-ce que tu fais ton tri? Parce qu'après tout Mhm. aussi, au sein de ces conflits-là et quand on parle de péremption des données, tu as tous les champs au début, quand tu vas mettre en place un CRM, enfin, je sais pas, t'imagines que tu vas avoir besoin de telle info, telle info, telle info, et puis en fait, tu as des sales qui vont te dire, bah, moi j'ai besoin de tel champ, puis les marketeurs, ils voudraient avoir ça, 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 puis en fait, tu as la finance qui voudrait ça, 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 puis tu as trois quarts des champs qui sont pas remplis, et du coup, c'est pas exploitable, ou alors chacun met ce qu'il veut, et puis en fait, est-ce que tu fais un champ libre, est-ce que tu fais un champ, bref, structuré. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, vous avez retravaillé évidemment cette partie-là en amont de ton projet, euh, qui est impliqué et comment vous avez fait? Ouais. Euh, alors, je vais pouvoir te partager, bon, là, le cas de figure, je vais partager Aria, c'est la ligne directrice du podcast, mais je pourrais te partager aussi un cas que j'ai actuellement avec un autre client, Mhm. et qui, en fait, c'est pour illustrer que c'est pas aussi simple. Donc, effectivement, je pense le premier sujet, chez Aria, on a impliqué bah, la personne qui gère le growth et le marketing, et Ouais, le PMM, Product Marketing Manager. ok. Pour deux raisons, parce que nous, on voulait déjà définir dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, de se dire, OK, par rapport à votre stratégie go-to-market, quels sont tous les champs? Alors, il ne faut pas en avoir 14 000, hein. On ne parle pas de champs qui vont permettre aux commerciaux d'avoir des signaux, des taux de croissance, est-ce qu'on a recruté ou quoi que ce soit, parce que Mhm. c'est intéressant, mais c'est en temps deux. Là, on veut vraiment juste l'objectif de pouvoir segmenter, parce que si on segmente des SaaS avec des comptes à plus de 2000 employés, c'est pas les mêmes usages, on va pas mettre les mêmes features, on va pas communiquer de la même manière. Donc, bah, déjà, on a identifié ensemble une dizaine de champs, par exemple le type de compte, et c'est pour ça que le PMM était impliqué là-dessus, parce que c'est lui qui connaît le mieux en fait la taxonomie qu'il faut adopter Mhm. sur les industries, sur les types de comptes. Il y en a à peu près 4, 5 ou 6, et parce qu'il est central en fait entre les sales, le marketing et puis le product. Donc en fait, c'était lui qui a été garant de se dire, bah, la taxonomie qu'il faut adopter par rapport à tout ce qu'on a, tout le knowledge et notre stratégie, c'est celle-ci. Donc bien sûr, moi j'arrive, je fais que orchestrer les points, et on valide tous ensemble, et ensuite je peux travailler sereinement. Donc ça, c'était la première étape. Et on peut aussi impliquer le head of sales aussi en fonction de ses besoins, mais là, en l'occurrence, bah, c'est vrai que le marketing, forcément, parce qu'il est en début de chaîne déjà dans tous les cas. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas jusqu'à la partie renew ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc première étape, et puis ensuite, bah, moi, je pouvais itérer et commencer à utiliser des outils pour enrichir tout ça. Peut-être Ok. pour parler de l'autre client, là où c'est plus complexe, il y a eu plein de fusions. Et en Mhm. fait, on n'a pas, c'est l'avantage avec Aria, ils ont déjà une idée claire sur leur stratégie et qui sont leurs comptes cibles. Là, avec l'autre entreprise, il y a moins de stratégie commerciale, parce qu'en fait, ils sont un peu perdus sur est-ce que c'est plutôt des comptes de 300 employés, est-ce que c'est plutôt 5000 qu'on doit adresser. Donc, ils ont une approche industrie, et puis basta, et puis on voit ce qu'ils prennent, tu vois. Donc, il y a besoin aussi de s'aligner. Il n'y a pas des head of sales dans toutes les équipes, sachant qu'il y a eu des Ouais. absorptions. Donc, en fait, là, c'est plus difficile parce qu'il faut identifier quels sont les relais. Donc là, je m'appuie beaucoup sur le fondateur, sur les head of sales, et puis dans chacune des équipes qui ont été rachetées et fusionnées, les plus motivées par ces sujets. Et donc ça Ouais. prend. Bah, j'ai passé 5 jours déjà, et j'ai pas encore. Il me reste une team à craquer, quoi. Et, Ouais. et avant de commencer à enrichir tout ça, mais il faut absolument valider ce sujet, effectivement.
Ouais, donc c'est réunion, atelier de travail, on identifie un petit peu c'est quoi les critères clés, des comptes qu'on veut cibler et puis du coup à partir de là tu fais ta liste de champs, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, ça se trouve, les champs sont déjà là et dans ce cas-là, on fait des taux de complétion. On regarde à quel point ce champ est rempli, oui, non. Ouais, Comment il est rempli, est-ce que c'est manuel ou pas? Est-ce qu'on peut l'enrichir de façon automatisée? Parce que parfois, c'est pas toujours, sur le ouais. web. Ça, on pourra en discuter aussi. Et puis, s'ils sont pas créés, il faut les créer. Donc en fait, déjà, toi, ton workflow, quand tu vas commencer à orchestrer ça, il faut qu'il soit, on va éviter d'itérer, de faire des allers-retours parce qu'en fait, on a rajouté un champ, on fait une pierre deux coups, quoi. Donc c'est Mmh. pas une étape à cette étape-là, en fait, ces champs sont le reflet, de la stratégie, go-to-market, marketing et sales. OK et bah, du coup, venons-en maintenant, à ce qui nous intéresse. Une fois que tu as fait ce prérequis-là et puis que, bah, bon après c'est créé, c'est pas créé, en tout cas faut configurer le CM pour accueillir cette donnée. Comment est-ce que tu fais toi, pour enrichir, pour aller obtenir cette donnée, enrichir le CRM comme tu l'as dit? Et du coup, on a parlé d'IA avant, mais comment est-ce que comment ça peut t'aider justement dans ce projet-là? Ouais. Bah, déjà, je pense qu'il faut distinguer deux types d'outils. Il y a les outils d'orchestration et les outils d'enrichissement. Les outils d'enrichissement, ils sont inclus dans les outils d'orchestration et pour moi, aujourd'hui, sur le marché, OK, il y en a de 2 types. Il y a des outils, qui sont très agnostiques, très neutres, comme, Zapier, Make ou n8n. ouais, Généralement, pour des sujets très ops comme ça, on va privilégier n8n parce qu'on a un modèle de facturation à l'exécution du workflow et comme on va processer beaucoup de volume, ouais, s'il y a 1000 compagnies qui rentrent dans le premier module, par exemple, ça sera peut-être un peu abstrait pour les gens. Imaginons qu'on ait 10 nœuds, 10 actions qui suivent, bah, c'est puissance 10 en fait. Ça coûte ouais. très cher. Si on processe vraiment à chaque module, donc n8n, c'est vraiment l'exécution du workflow. Et en plus, on peut l'auto-héberger. OK. Bref, je rentre un peu dans le technique, mais en soi, ça Oui, peut mais nous là coûter, où Zapier, effectivement, ça tu vas casse. avoir un prix à l'action, on va dire. Exactement, exactement, ouais. Du coup, là, tu as un prix au workflow, quoi. Voilà, donc et petite, aparté, si les gens sont un peu techniques et sont intéressés, il y a 2 manières de processer. Soit il y a du webhook, donc en fait, à chaque fois qu'il y a une action, il y a quelque chose qui rentre dedans. Donc en fait, que ce soit N8N ou Zapier, ça peut coûter très cher finalement parce qu'il peut y avoir beaucoup de volume. Si tu veux capter, par exemple, toutes les modifications qui se passent au niveau des entreprises, des contacts ou des deals, il y a beaucoup de flux sur un CRM qui a 100 000 contacts. Voilà, donc il faut faire attention, il faut aussi l'évaluer, donc c'est vrai qu'il y a des moments aussi, c'est pour ça que les développeurs parfois disent le no-code c'est bien, mais ça peut aussi coûter cher. Et à côté, il y a plutôt ce qu'on appelle du pooling. Donc tous les jours, on va récupérer tout ce qui est, voilà, il y a eu 1000 nouvelles compagnies ou 1000 changements ou quoi que ce soit, et ça, on va le mettre dans une seule exécution. Donc voilà, c'est là où les profils un peu plus ingés aussi ont l'habitude d'avoir ça. Et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à leur poser. Il y a plein de petites méthodologies de forecast, hein, de coûts aussi, donc c'est important dans le sizing. Donc ça, c'est l'orchestration et ensuite l'enrichissement. C'est plutôt, ok, bon, bah, là j'ai besoin d'enrichir des données de profil LinkedIn, justement, pour savoir si la personne elle a changé, si l'entreprise qui est associée au contact euh, dans le CRM est toujours la même que l'entreprise qui est associée aux entreprises actuelles du contact dans LinkedIn. Et ensuite, on peut faire des logiques. Donc, dès qu'on parle de logique, c'est l'orchestration. Donc OK. voilà, je dirais qu'il y a N8N Make Zapier pour l'orchestration, slash, moi j'aime bien parler de Cargo. C'est un outil qui est, on va dire, c'est un N8N, mais spécialisé avec des intégrations d'outils d'enrichissement d'email, de numéros de téléphone, de technology finder pour trouver ça, si c'est du Shopify ou des choses comme ça, quoi. Donc ça permet de rationaliser le coût aussi, d'avoir tout centralisé. Et si on veut parler de clés rapidement aussi, c'est vrai que tout le monde en parle de clés, etc. Pour moi, c'est pas un outil d'orchestration. C'est un spreadsheet qui fait des formules et c'est facile parce qu'il y a de l'IA, il y a des belles intégrations avec des outils d'outbound. Donc, quand on doit itérer très vite et nettoyer de la donnée ou par exemple déterminer si le nom ou prénom semble plutôt masculin, féminin et ensuite on veut accorder les verbes. En fait, c'est des petits détails en fait quand on veut vraiment automatiser beaucoup de choses. C'est très fort mais ça permet pas d'avoir vraiment quelque chose de très robuste dans le CRM. Donc en tout cas pour Aria, on a utilisé, je vais me contredire, mais c'est parce qu'ils avaient déjà une stack, ils avaient Clay plus N8N, parce que Clay a permis de faire une brique d'enrichissement, mais toute la brique de déduplication et la logique un peu plus soutenue, je la récupérais vraiment jour après jour sur l'existant, mais aussi pour toutes les nouvelles entrées. Mais bref, ça c'est pareil, c'est un peu plus technique. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde avec ces Non, non, explications. non, non, mais enfin, c'est intéressant. De toute façon, quand il y a des noms d'outils en plus qui sont balancés, ça plaît tout le temps. Non, mais donc, OK. Et du coup, si on revient, tu me disais,
que vous aviez utilisé Clay et N8N, N8N, pardon, du coup. Ouais, enfin, ouais, c'est Ouais. vrai, je sais pas. Ouais. On devrait bien le dire en allemand, je pense, parce que c'est allemand. Ok, bah voilà, pour le coup, tu vas trop loin, Inside Drive, mais je suis pas sûr d'aller beaucoup plus loin en allemand. Pardon, du coup, j'ai voulu faire l'intéressant et j'ai perdu le fil de ma question. Mais N8N ouais, du et coup, alors Clay. si tu reviens un petit peu sur ton workflow, en gros, comment est-ce que vous avez fait? Donc, vous aviez Clay qui allait, enfin, si tu peux redécrire rapidement, Ouais, en gros, ce qui se passait, quoi. alors déjà, il y a deux. On récupère l'existant. Donc, en fait, moi, je récupérais, j'importais, je faisais un export CSV, je le mettais dans Clay. Ouais, Et ensuite, bah, là, j'avais toute ma logique d'enrichissement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un nom de domaine de renseigner? Sinon, bah, là, je vais devoir utiliser l'IA justement pour se dire, ouais, à partir du nom de l'entreprise et ce qu'on sait sur nos cibles, est-ce que tu peux bah, essayer de trouver avec un score de fiabilité le nom de domaine? Tu fais juste une recherche sur Google et ensuite tu me prends les trois premiers résultats et tu me donnes un score de confiance et tu me prends le plus pertinent. Et ouais, ensuite, j'avais des règles en disant, bah, si c'est moins de 0,8 ou même moins de 0,9, je sais plus exactement ce que j'ai pris, bah, je renseigne rien parce que je veux vraiment être certain que ce soit le bon nom de domaine parce qu'après, c'est ta clé de déduplication, c'est ta clé d'enrichissement pour beaucoup de choses. Généralement, pour enrichir, on a souvent besoin du nom de domaine et ou du lien LinkedIn. Et ouais, ensuite, bah, après, c'est des logiques de cette manière-là aussi. Est-ce qu'il y a il y a un lien LinkedIn? Oui, non. Et à partir du nom de domaine qu'on a trouvé ou du nom d'entreprise qui est déjà présent dans le CRM, ainsi de suite. Et à partir de là, bah, je peux commencer à interroger parce que Clay a beaucoup d'intégration aussi avec des outils d'enrichissement pour se ouais, dire, OK, tu as le lien LinkedIn, tu es capable de me récupérer beaucoup d'informations, le nombre d'employés. Et en fait, à chaque fois, j'essayais de me dire est-ce que le nombre d'employés est vraiment fiable sur LinkedIn j'allais coupler avec un petit peu d'IA en disant bah, aujourd'hui pour certains types de comptes la donnée est quand même accessible sur le web. Donc Clay ouais, pour le coup est très pratique mais même de manière générale il y a plein d'outils de web search IA comme LinkUp qui est français aussi et en fait ils sont très bons à aller récupérer ça et à donner un indice de confiance. Donc s'ils trouvent pas en fait ils vont pas te le dire et en fait il faut aussi se dire que euh, bon, bah, globalement, ça stimule vraiment une recherche naturelle que pour, par exemple, un commercial ou quelqu'un en marketing pourrait faire. ouais, Là où l'IA était très intéressante et très forte aussi pour gagner du temps, c'est sur la classification des industries, par exemple. ouais, Donc ça, c'est un peu chiant et c'est pas certain non plus qu'un sales ou qu'une personne de marketing remplisse la bonne industrie. Peut-être qu'il va y ouais, avoir un peu de confusion, parfois il y a un peu de chevauchement et autres. Donc voilà, faut aussi se rassurer en disant, ouais, si l'IA n'est pas parfaite à 100%, dites-vous que nous non plus. non plus, ouais, c'est clair. Et parfois, en fait, c'est pas si évident de choisir. Donc, c'est là aussi, c'est le plus important, c'est de bien se poser sur la taxonomie des industries et des sous-industries, parce qu'on veut éviter qu'il y ait le maximum de chevauchement en fonction en fait, de notre produit. Donc là où il y a des petits workflows à ce niveau-là, c'est une requête HTTP sur le nom de domaine permet de récupérer tout le contenu Mhm. du site web. Et même il y a des outils, par exemple comme Firecrawl, qui sont des outils de scrapping. Et en vrai, c'est très simple à utiliser. Il y a même une sorte de petite version d'essai directement sans script compte sur le site. Je vous encourage à aller voir. Vous mettez le lien et en fait, il vous propose différentes options pour sortir le contenu, soit en mode HTML, soit en Markdown. Et pour les Ok, personnes qui ont suivi bah, un peu les sujets sur l'IA générative est beaucoup plus efficace parce qu'il y a beaucoup moins de bruit quand on lui donne du markdown parce que c'est du contenu qui est beaucoup ouais, plus naturel. Donc déjà, ça va consommer moins de tokens en entrée et aussi, bah, il y a moins de bruit et moins de parasites, donc on limite aussi les sujets d'hallucination. Donc voilà, c'est ouais, des petites optimisations qui permettent d'avoir des résultats plus fiables, mais même en HTML, globalement, il trouve des résultats. Il faut juste lui donner, effectivement, est-ce que c'est un champ texte, un champ select dans le CRM, lui donner la liste et voilà, c'est ça qui est assez difficile, c'est que là pour le coup, je l'ai pas mis en place et je réfléchis toujours à un moyen très scalable de pouvoir le faire. Mais si quelqu'un rajoute une option dans l'industrie, eh bien, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre à jour le prompt dans Clay ou demain dans un autre outil d'orchestration. Donc, mhm. quand on commence des projets de déduplication et d'enrichissement sur l'existant, mais même en temps réel sur tous les nouveaux contacts, les nouvelles entreprises qui rentrent, c'est bien d'avoir quand même un système, déjà une très bonne documentation, embarquer Mhm. les gens avec toi aussi, Ouais, que tout le monde sache que ça existe, et avoir un vrai système de gouvernance. Et je pense que c'est pour ça que les gens en fait ne se penchent pas trop sur ce sujet, parce que malgré tout, c'est pas qu'un sujet de texte, c'est un sujet de boîte, et en fait, faut que tout le monde soit sensibilisé sur ça, quoi. c'est clair. Donc tu disais, ouais, l'IA, là où elle t'a aidé, c'est pour aller faire
les recherches sur le web, on va dire, en tout cas les recherches sur le web, là où tu avais de la donnée à aller capter, en fait. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on aurait pu faire à la main à un moment, quoi. Tu tapes le nom de la Exactement. boîte, tu récupères les infos, enfin, tu vois ce qui sort, nom de domaine et tout. La classification des industries. Et puis, tu me parlais aussi de scoring. Ah oui, ouais, ouais, scoring, scoring dans le sens où, bah, ça c'est pareil, je pense que c'est important et donc là j'ai sollicité une autre équipe. Eux, ils passaient beaucoup de temps, voire pas du tout et ça c'était un problème aussi, parce que parfois il y a des comptes qui rentrent. En fait, ils passent pas de temps parce qu'ils font confiance à, c'est de l'habitude, hein, les commerciaux, ils identifient leur propre pattern. Quand ils voient un compte qui arrive de telle source et qui a deux trois données, globalement, ils savent que c'est quali, ils vont aller dessus et ça, c'est tant mieux, c'est un bon réflexe aussi parce qu'ils capitalisent sur ce qui fonctionne mieux, mais pour des données qui sont, pas accessibles, par exemple, eux, ils avaient vraiment un critère de disqualification ou de qualification. C'est-à-dire, est-ce qu'un SaaS, est-ce que c'est un SaaS? Et est-ce qu'il a la présence de fournisseurs et enfin, en tout cas d'offres et de demandes, avec un module de facturation. Donc en fait, là, il faut poser la question, je dis, bah, comment vous faites vous? Parce qu'il n'y a pas de fournisseur de données, ça c'est du back-end, quoi. Généralement, c'est dans l'app ou autre, ou sinon c'est mentionné quelque part sur le site, dans l'onglet feature ou des choses comme ça. Et donc en fait, il faut poser la question aux commerciaux et essayer de simuler, bah, vous, comment vous faites quand vous allez sur un site, vous regardez quoi? Et je dis, bah, là, je vais regarder sur des articles, je vais regarder sur le site, souvent je vais aller voir dans cette partie-là, ou pricing, ou des choses comme ça. En fait, ça, c'est des informations que tu remets dans, par exemple, Clay a un outil qui s'appelle Clayagent, du coup, qui est pratique, et en fait, il va chercher lui-même, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, l'IA, si demain vous ne vendez, vous êtes un SaaS et vous vendez uniquement avec des boîtes qui ont un tiering de pricing, c'est-à-dire un free plan, un tiers 2, bah ça, vous savez très bien qu'en fait, vous avez un truc pour optimiser le pricing. Bah ça, c'est parfait parce qu'en fait, l'IA est trop forte pour identifier ce genre de sujet. Ouais, et là où c'est vachement intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, tu as une espèce de scoring qualitatif, pour prioriser les actions commerciales. Là, tu l'as dit, tu as un critère qui est, c'est oui, c'est non, quoi. Si ça fonctionne comme ça, bah, dans ce cas, c'est une boîte qui est intéressante pour nous. S'ils font pas ça, bah, tu reprends là, ce tier pricing là. En gros, c'est si tu as ces 3 catégories de price enfin, si tu ces catégories de pricing, bah, écoute, potentiellement, c'est un client pour nous, mais s'ils ont pas ce modèle-là, bah, ça l'est pas. Mhm. Bah, effectivement, là où effectivement là, tu aurais besoin d'avoir quelqu'un qui va sur le site vérifier et tout, bah là, tu es capable, avec l'IA, d'aller récupérer cette info et puis de remplir un champ qui va te permettre aux commerciaux derrière de Ouais, traiter exactement. Ouais. efficacement cette donnée, quoi. Mhm. Et autre point, c'est vrai que bon, ça, je pense qu'on a tous vécu, si on a essayé de mettre en place un scoring, c'est bien pour prioriser ou des choses comme ça. Par exemple, HubSpot, en fonction du comportement, Mmh. ou des données firmographiques couplées à du comportemental ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'un commercial, si il a beaucoup de, on va dire, entre 90 et 60, et que lui, il a besoin systématiquement de trouver des nouvelles cibles, des nouveaux contacts à ajouter dans sa prospection, aujourd'hui, il sait pas trop ce que c'est la différence entre un 50 et un 70 ou un 80. Et souvent, en plus, on communique pas très bien. Souvent, sur quoi on s'est basé? Le modèle de scoring est ultra complexe. Mais en fait, lui, cette personne-là n'arrive pas à leverage correctement le scoring. Et d'ailleurs, un prospect ou un client, on n'a un peu rien à faire de savoir qu'il a 80 non plus. Donc, Ouais. comment on arrive à transformer un 80 en lui donnant une explication? Il dit, bah, moi, j'attribue un score de 80 parce que, en Et fait, si, j'ai trouvé un module de facturation, j'ai ça. Et par contre, là, je ne suis pas certain, j'ai pas trouvé l'information sur le site que. Et en fait, donc, c'est le commercial, quand on va arriver sur un call de prospect, soit R0 ou R1, bah, il a déjà du contexte et ça permet aussi d'endosser son niveau de discours, d'être plus sharp en fait directement dans les deux trois premières minutes. Ou peut-être ouais. que plus créatif aussi, parce qu'il arrivera à poser la bonne question, parce que finalement l'IA lui a dit qu'il n'avait pas réussi à trouver. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à exploiter là-dessus. Alors je dis pas que j'ai eu le système parfait. Je serais très curieux d'avoir le retour derrière d'ici un mois ou deux. Mais, Ouais. euh, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles il y a une première base et il faut itérer. Donc je pense que ça a beaucoup de valeur, hein. Mais déjà, là, avec le petit recul que tu as, les grands résultats, ce serait quoi de ce projet? Ouais, déjà, vu que tout est orchestré, donc, enfin, le plus important, on a fait ça sur l'existant, mais aussi à chaque fois qu'il y a un nouveau contact et une nouvelle entreprise, ça vient déclencher mes workflows. Et donc, en fait, Ouais. ça repasse dans les flows d'enrichissement. Et ensuite, ça repasse dans les flows de déduplication, parce que les données sont enrichies, donc on a plus de clés de déduplication. Et donc, en fait, déjà, ça veut dire que globalement, s'ils ne mettent pas à jour les champs importants, ça va rester là très très longtemps. Donc, déjà, gros gain de temps. Je me souviens, c'est ce que j'avais présenté dans le pitch la dernière fois Ouais. en marketing. C'est à peu près 3 heures d'économiser, ce que me disait Santa en marketing. L'autre point, bah, c'est déjà il y a un meilleur alignement, ça c'est difficile à mesurer, mais il y a un meilleur alignement entre le marketing et le sales parce qu'en fait, on a
un tiering. Donc en fait, on sait très bien que le marketing va travailler avec les sales pour produire du contenu spécifique uniquement sur des tiers 1. Mhm. L'autre point aussi qui était assez cool, j'avais regardé ça, c'était que cette partie enrichissement nous a permis de savoir par rapport à l'orchestrateur que le PMM avait donné, qu'il y avait 16% des comptes dans le CRM qui étaient disqualifiés. Donc ça Ok. veut dire que demain, tu fais de la segmentation parce que tu dis, ce compte-là, il est dans ce type de compagnie, dans ce type-là, et on veut adresser des emails. Ça se trouve, on aurait grillé des cartouches pour rien parce qu'il y a peut-être 16% dans ce segment-là qui sert à complètement à rien. Et potentiellement, on va prendre du temps sur des rendez-vous générés ou des choses comme ça. Ouais, Donc ne serait-ce que voilà. dans des CRM qui facturent au contact marketing, par exemple, c'est Ouais, en bien de plus, savoir que tu c'est vrai as que ouais, 16% que j'ai tu peux pas, enlever, quoi. j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. Ouais. Donc voilà, il y a plein de sujets un peu plus alignement, stratégie. Après, c'est quand même, on peut le mesurer par rapport au temps sur Ok. l'enrichissement manuel. Et puis ce scoring aussi qui est un peu plus qualitatif, mais qui, à mon sens, apporte beaucoup de valeur aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Et au final, ce projet, c'est une grosse mise à jour. Enfin, en tout cas, enfin, il y a ouais, si, j'allais dire un gros clean-up qui a été fait du CRM et de la façon dont les données ont été enrichies et tout. Et tu disais effectivement disqualifié. Mais l'enjeu aussi de la donnée CRM, c'est un enjeu sur la durée, avec la qualité de la donnée dans le temps. Donc là, toi, tu disais, enfin, je veux dire, comment est-ce que tu assures le fait que t'aies pas besoin tous les 6 mois de refaire, ou tous les 2 ans de refaire un gros projet d'enrichissement, de clean-up, on extrait le CSV, puis en Ouais, fait on ouais, repasse ouais. tout, machin. C'est là où, effectivement, la première étape, quand tu identifies tout ça, tu fais un premier export, parce que tu as une Ouais, logique qui est un peu différente, parce que quand tu fais un premier export, là, tu sais que sur ton existant, potentiellement, tu as des personnes qui, enfin, la donnée est plus à jour. Après, à partir du moment où les données rentrent, globalement, elle est à jour parce qu'elle est à J+1 ou ouais. à R+1. En Mhm. fait, donc il y a vraiment deux logiques à séparer, mais donc le premier, c'est pour l'existant et c'est travailler à partir de maintenant. Et ensuite, une fois ça que c'est live, effectivement, il faut aussi un autre workflow. Et c'est là que, par exemple, j'utilise N8N, où à Ouais. chaque fois qu'il y a un contact qui rentre ou une entreprise qui rentre, donc c'est là où il faut un gros système de gouvernance aussi, parce que s'il y a des sales qui rentrent, 2000, 10 000, 30 000 compagnies, ça va envoyer du flux sur l'enrichissement et ça peut coûter cher aussi. Ouais, Donc ouais, là, on bloque. Nous, on a décidé de bloquer, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact et une compagnie, ça va déclencher un webhook, donc une automatisation, ça va ouais. déclencher mes workflows N8N, et N8N renvoie dans Clay, où j'ai ma logique d'enrichissement. Ok. Et Clay update tous les contacts et les entreprises qui ont été créées la veille, et ensuite, Ouais. je repasse tous les jours, il y a N8N qui repasse sur un autre workflow de déduplication. Comme ça, voilà, j'ai un truc, la boucle est bouclée et c'est toujours comme ça. Donc, Ok. des nouveaux Ah oui, contacts, tu ça veux dire arrive que dans la donnée, N8N, au ça final, renvoie avec ce workflow, la donnée, elle est mise à jour en temps réel tout le temps, quoi. tout le temps. Le seul truc qui peut sauter, c'est s'il n'y a plus de crédit. Ouais. Donc voilà, ça, il faut des systèmes aussi d'alerting en disant attention, là, il faut potentiellement soit avoir du top-up avec un système de gouvernance clair, soit voilà, faut que les sales puissent communiquer. Donc ça, c'est vraiment dans une logique aussi où moi, en tout cas, c'est ma vision. Après, ça dépend, mais quand ton TAM est bien identifié, le Mhm. TAM est plutôt construit par le RevOps, le Growth, le Market. Et ensuite, tu équipes plutôt tes sales en disant, tiens, tu es sur de l'enterprise, on t'a identifié par exemple 5 comptes clés sur des comptes enterprise. Sûrement, au fil des aiguilles, au fur et à mesure de tes discussions, tu vas dire, ah ben moi j'ai un influenceur que tu as loupé. Ou par exemple, il Ouais. a un job title qui n'est pas dans la recherche Sales Navigator ou des choses comme ça. Donc on va l'équiper d'outils comme Surf ou Bleed, qui sont des extensions LinkedIn en fait, qui permettent de synchroniser des messages, d'ajouter en un clic. Donc plutôt D'accord. du picking, quoi. Donc comme ça leur permet aussi d'être flexible et d'avancer, et d'être contributeurs aussi sur leur compte, on va dire, quoi. Ok, très cool. Écoute, merci beaucoup pour tout ça, le retour sur ce projet. C'est vachement intéressant. On voit bien que de toute façon, c'est un sujet qui est technique aussi parce que, bah, enfin, on enchaîne les outils, les automatisations, par exemple, les webbooks, les machins. Tu vois bien que le sujet est tech, mais en même temps, c'est tellement important. Enfin, la qualité de la donnée après Ouais, pour c'est tout ça. le reste des actions market, tu vois. Donc c'est super intéressant. Si on devait résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu voudrais retenir du coup de cet échange? Euh, je pense qu'il va falloir qu'on parle ouais, de vigilance. Il y a le système de gouvernance, je pense, qui est super important. Ça, c'est aussi une politique à avoir en interne. Il y a aussi prendre son temps au début, parce qu'on peut vite faire des conneries. Alors, sur le cleaning, sur l'enrichissement, ça va, mais dès qu'on parle de déduplication, il faut faire gaffe. Parce qu'en fait,
des duplications, c'est complexe. A priori, on se dit, ouais, à partir du moment où il y a un nom de domaine qui est similaire, veut le merge ou deux fois Ouais. le lien LinkedIn, mais c'est plus complexe que ça parce que euh, il y a aussi d'autres règles. Parfois, par exemple, ici, les commerciaux, comme les liens LinkedIn sont obligatoires, parfois le lien n'existe pas, ou parfois ils sont un peu feignants et ils vont mettre juste un tiret. Mmh. Donc en fait, dans un CRM, parfois, vous allez retrouver peut-être 150 entreprises avec un tiret, mais qui sont évidemment pas les mêmes. Donc si vous Ouais. dites que à partir du moment dans le champ LinkedIn, vous avez deux fois la même valeur, là, il va dire, OK, bah, l'automatisation est un peu conne en soi, elle fait bien son travail plutôt. 150 entreprises, elle va tout merge. Ça, c'est Ouais. compliqué. Ou par exemple, un numéro de téléphone, a priori, il est nominatif, mais sauf que j'ai travaillé avec un client où ils mettaient les numéros standards, les numéros d'entreprise au niveau des contacts, parce que dans leur manière de prospecter, ils avaient une vision de contact tout le temps, jamais entreprise. Et Ouais. donc en fait, là, on se retrouvait avec tous les contacts associés à des entreprises qui avaient tout le temps les mêmes numéros. Donc si tu Ouais. fais pas attention à ça, si tu fais pas l'audit, et surtout communique avec eux, parce que ça c'est une règle métier qu'ils ont mis entre eux, c'était bridge souvent. Donc Ouais. avant de faire la dudu, partagez les règles aux équipes, que ce soit sales, marketing, tout le monde, parce qu'il faut absolument vous dédouaner de ça, ça peut coûter cher. C'est un peu le risque du freelance à ce niveau-là. Donc Ouais. voilà. Et puis sinon, prendre votre temps, pas foncer directement dans les outils, hein, ça en reboucle avec ce que tu disais au début, mais il vaut mieux se poser sur la taxonomie parce que si on veut rajouter un champ, en fait, ça faut mettre à jour les automatisations. Donc, comme tout, hein, c'est du cadrage à ça. Donc si tu avances trop vite ta tête dans le guidon, tu perds du temps in fine. Donc si tu as vendu au projet, de toute façon, c'est pour ta gueule. Ouais. Non, mais c'est vachement intéressant, tu vois, comme conclusion, parce que effectivement, encore une fois, je le redis, mais on a parlé pas mal de techniques, d'outils et tout, et au final, tu l'as dit, là, enfin, le gros du projet, je vais pas dire ça, mais la partie de setup qui est vachement importante, c'est quand même effectivement papier crayon, quelles sont les infos dont on a besoin, quels sont les champs, quelles sont les règles qui existent déjà, parce que tu vois, c'est vrai qu'effectivement, c'est le numéro du standard quand t'as pas le numéro de mobile de la personne, et du coup on le met pour tout le monde, bah effectivement ça peut engendrer des gros problèmes derrière si tu te bases là-dessus pour des duplicats. Enfin, tu peux te retrouver à supprimer ou à merger plein de fiches différentes, quoi. Donc il y a quand même un beau travail comme ça en amont de préparation, d'essayer d'anticiper un petit peu comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui se passe pour arriver derrière à construire la mécanique la plus efficace, quoi. Mm, mm. Exactement. Puis d'autres points, hein, tu vois, des groupes qui sont avec des filiales, des grands groupes qui n'ont Ouais, les pas non filiales. plus de digital native, potentiellement, ils ont pas tous des fiches LinkedIn. Donc, ils en ont peut-être une qui est centralisée, mais par contre, dans le CRM, il faut avoir une logique complètement différente, de compte mapping, des choses comme ça. Donc, c'est pas toujours simple. Pour le moment, j'ai pas eu trop d'enjeux enterprise. Et, euh, et donc, ça me va bien, même si c'est sûrement très intéressant, mais sûrement très technique aussi. Moins de comptes, mais plus de complexité, donc plus de précision dans les workflows aussi. Et voilà. Et il y a des outils hein, aussi qui le font, par exemple TamTam, une petite pub pour eux, qui sont spécialisés là-dedans parce qu'ils savent que c'est un pain point. Donc voilà, bien réfléchir aussi à est-ce que je dois le construire, est-ce que je dois acheter quelque chose. Peut-être que acheter dans un premier temps, c'est très bien pour tester déjà les choses, notamment pour l'activation, mais ça serait l'enjeu d'un autre épisode, je pense. Carrément. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, Hugo, c'était très sympa. S'il y a jamais des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn, du coup. Ouais, avec LinkedIn, ouais, ouais, exactement. Avec Parfait. Et ben plaisir. écoute, merci beaucoup encore une fois, et puis ben maintenant je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, merci pour l'invitation. Salut.